Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et la semaine se termine dans la douceur et la gourmandise grâce à Franck Ferrand. Jusqu'à 15h30, nous sommes en direct avec Franck au cœur de l'histoire de la capitale des Flandres. Europe 1 s'est installé non loin de la Grand Place, rue Esquermoise, dans une des plus vieilles boutiques de Lille, la pâtisserie Mère. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Bienvenue à Lille, bienvenue chez Mère. Alors vous ne pouvez pas vous humer les doux effluves de cette maison. J'ai pas cette chance. Donc je vous les décris, les senteurs appétissantes de cacao, de vanille, de rose, de thé fumé dont nous sommes environnés. Il faut aussi que je vous décrive le décor qui nous environne. Les profondeurs de la boutique ancestrale réservent bien des surprises à ceux qui ont la chance de pouvoir y accéder. On y découvre notamment toutes sortes de portraits de Mozart, de George Sand, de Georges Simenon, de Marguerite Yourcenar et de Hugo et de Churchill et du général de Gaulle, bien sûr, natif de Lille. Figurez-vous que pour passer ensemble cette heure et demie, nous sommes magnifiquement entourés non seulement par tous ceux qui ont été, vous l'aurez compris, les clients de la maison, mais aussi par un de nos plus grands chefs d'orchestre, le Lillois Jean-Claude Casatsu, qui nous fait l'honneur d'être des nôtres, ainsi que l'historienne Vera Dupuis, le collectionneur François Schladuic et puis, naturellement, le maître des lieux, grand connaisseur et animateur de cette maison mère qui a compté parmi ses clients, en plus de tous ceux que j'ai déjà cités, Louis XIV, Napoléon, quand même, c'est pas banal. Bonjour, Paul-Henri de Montpré. Bonjour Franck Ferrand. Merci d'avoir rendu possible cette émission. Alors vous nous recevez dans une des plus vieilles boutiques de Lille, disait Anissa tout à l'heure. En vérité, c'est même tout simplement le plus vieux commerce lillois. C'est le plus vieux commerce lillois et c'est vraisemblablement la plus vieille pâtisserie-confiserie au monde. Oui. Car depuis les bâtiments sur rue datent du début 17e. À Paris, on a de Beauvais-Galais qui connaît une certaine ancienneté. Qui a une certaine ancienneté, qui date de 18e siècle. 18e oui. siècle. Et ici, la pâtisserie telle que tout le monde peut la côtoyer, la découvrir, date de 1761. Mais dès 1607, à la même adresse, vous aviez ici l'apothicaire, l'origine, l'apothicaire épicier, qui produisait du chocolat de santé, et voilà, qui déjà produisait des sirops, etc., etc. Donc déjà des pilules au cacao, etc., qui étaient en quelque sorte les ancêtres de celles que vous vendez aujourd'hui, de ces confiseries très réputées. La spécialité de la maison, il faut le dire pour ceux de nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, c'est la gaufre, bien entendu, la gaufre avec ce parfum de vanille absolument extraordinaire, gaufre fourrée, bien sûr, chez Mère. Alors la gaufre de chez Mère est un peu telle qu'elle existe aujourd'hui, est un peu plus tardive. Elle date de 1860. C'est un Belge, Monsieur Michael Augustinus Peter Mert, qui vient d'Anvers. Et après avoir travaillé dans des sociétés de transit internationaux, il est parti faire un tour du monde pour découvrir les denrées coloniales, la vanille, le cacao, le café, etc., muscade. Et après, il a terminé par un tour des confiseurs on va dire de la grande Europe, et même en commençant par la Turquie, chez un producteur de Turkish Delight. Voilà. La maison est tellement ancienne que je vous ai même anobli. Je vous ai appelé de Guermont-Pré. C'est Paul-Henri, hein. C'est trois en fait. Oui. Alors, il y a quelqu'un qu'on n'a même pas besoin d'anoblir, c'est Jean-Claude Casatsu. Merci maestro d'être avec nous cet après-midi. Vous incarnez à vous seul le rayonnement de cette ville de Lille. Et vous êtes un habitué de la maison, on peut le dire. Vous y avez amené pas mal de monde déjà. Écoutez, c'est une grande maison, comme vient de le décrire notre ami Paul-Henri, et un grand nombre d'artistes sont venus ici. Oui, c'est vrai, en 40 ans, j'ai eu la joie d'accueillir, Vous me disiez Yehudi Menuhin pendant le déjeuner. Bien sûr, Yehudi Menuhin, Henri Dutilleux, Marcel Landowski, Pierre Berger qui est venu aussi, et puis un grand nombre d'artistes. Ça va me revenir au cours de l'émission. Alors, nous allons ensemble nous remémorer les bons souvenirs de cette maison. Et ce que je vais faire pour commencer, c'est vous raconter l'histoire de Mère à une époque dont personne autour de cette table ne peut évidemment se souvenir. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Alphonse Capon, dans Marie-Claire meurt lilloise, écrit « Ce magasin de confiserie est une bonbonnière style fleuri, du carton-pâte tendre, ciselé, modelé, verni, chamarré et doré, des boiseries sculptées, une façade à moulure de cuivre et à balcon de dentelle, ouvragée d'arabesques, une galerie intérieure en filigrane similore, plaquée de macarons laits de chaux, un plafond chromolithographié et doré, et avec cela du marbre doré, des porcelaines, des miroirs, des verroteries, des paillettes partout, puis sur les comptoirs, les trésors dorés de la corne d'abondance, des cathédrales de nougat. Ah, que c'est bio, que c'est bio! En 1773, Lille est une grande ville de près de 65 000 habitants. C'est la capitale des Flandres, déjà rattachée depuis 1667, depuis la conquête, au royaume de France, dont D'Artagnan a été un des gouverneurs d'ailleurs. On parlera tout à l'heure de la citadelle de Lille. C'est une ville bouillonnante, renommée. On la surnomme le Paris des Pays-Bas. Et cette renommée vient d'abord du commerce de la dentelle et du négoce de la laine. La fabrication des draps est une des activités les plus importantes de Lille et de toute cette région. Les marchands sont situés pour la plupart sur la Grand Place, qui aujourd'hui est devenue officiellement la place du Général de Gaulle, qui est le cœur de Lille, à la fois carrefour d'échanges et de rencontres, où les nombreux chariots de marchandises de l'époque et les carrosses tentent de se frayer un chemin parmi la foule. Voilà dans le catalogue de l'exposition à la belle enseigne boutique lilloise d'autrefois ce que nous dit Vera Dupuis. L'exposition en question était au musée de l'Hospice Comtesse en 2015. Ce n'est certainement pas un hasard si le plus beau bâtiment de la ville n'est autre que la vieille bourse. Lille a bâti ici, en 1653, son chef-d'œuvre. 24 maisons de marchands autour d'un cloître, un cabinet flamand où Corne d'Abondance et Lion de Flandre racontent l'histoire éblouissante du commerce lillois. Le tout sous l'œil bienveillant de Mercure, juché au-dessus des toits, bien en vue de la Grand Place. Il faut imaginer tous ces cordonniers, ces poissonniers, couteliers, bouchers, les artisans qui travaillent l'osier, les teinturiers, et puis les apothicaires, ne les oublions pas, bien sûr, Paul-Henri Guermont-Pré et ses apothicaires. On trouve de tout sur la Grand Place et dans les échoppes avoisinantes, bien entendu. Pour s'y retrouver, le magistrat de la ville a ordonné quelques années plus tôt la mise en place de plaques au coin des rues. C'était très très nouveau à cette époque pour indiquer le nom et on a même commencé à numéroter les maisons. Depuis quelques années, nous sommes donc en 1773, à cause du manque de place dans la ville, car il y a des remparts autour de Lille à l'époque, toute nouvelle boutique est organisée de la même manière, le commerce à pignon sur rue. Vous avez une cour pavée à l'arrière de la maison qui ouvre sur une deuxième, voire sur une troisième maison. Il faut entrer dans la profondeur de toutes ces façades lilloises. Donc, revenons à notre année 1773, rue Esquermoise, une des 3 rues qui mènent à la Grand Place. Un confiseur, la ville en compte une dizaine à l'époque, Delcourt cède sa boutique après avoir occupé 12 ans le numéro 27 face à l'église Saint-Étienne, une église baroque. Chez Delcourt est venu quelques années plus tôt, si l'on en croit la tradition, un certain Wolfgang Amadeus Mozart. Il avait 9 ans à l'époque, il avait séjourné 3 semaines à Lille avec son père et sa sœur Nannerl, vous savez, c'était l'époque du grand tour européen de la famille Mozart. Mozart était venu soigner une mauvaise grippe à la boutique, à l'apothicaire-rie. Eh bien, à cette même adresse, dites-vous qu'au début du XVIIe siècle, Duflas et Wulfran-Wiffer, 2 épiciers apothicaires, proposaient donc, on vous le disait pour commencer cette émission, proposaient déjà des tisanes, des thés, des médications, des sirops et des chocolats. Le nouveau repreneur du 27 rue Esquermoise est un certain sieur Rollet. Le livre de capitation de l'année 1773 parle, je cite, de Rollet, confiseur, 8 livres d'impôts et 2 livres pour son domestique. Ça restait modeste encore les impôts à l'époque. Le lieu ne s'appelle pas encore Mer, vous l'avez compris, mais Rollet va largement contribuer à l'essor, à la célébrité de cette maison que nous connaissons et que nous aimons tant.
La voix d'Anne Germain sur Europe. Recette pour un cake d'amour, la chanson de Michel Legrand est extraite du film Peau d'âne. Restez avec nous, il est question de pâtisserie, il est question de sucrerie. Franck Ferrand est en direct de la pâtisserie Mère à Lille et vous êtes déjà très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Continuez la page Facebook Au cœur de l'histoire ou Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Et en ce jour de l'épiphanie, c'est une journée très gourmande que vous propose Franck Ferrand avec une émission jusqu'à 15h30 consacrée à la maison mère. Vous êtes en direct et en public, les chanceux. Oui, vous voulez entendre le public de Lille, il va applaudir pour vous, Anissa. Vous voyez que nous sommes très nombreux. Oui. Imaginez sur une étiquette à la très jolie écriture cette inscription. On est donc dans la maison Rollet à l'époque. Oui. Rollet est le nouveau propriétaire du 27 rue Esquermoise, tout près de la Grand Place de Lille. Donc, cornet et boîte de dragées. Chocolat de santé et à la vanille, toutes sortes de bonbons nouveaux, confitures sèches et liquides, liqueurs fines des îles et autres fruits à l'eau de vie, sirop de toute espèce. Et oui, vous avez bien entendu, chocolat de santé. À l'époque, le chocolat est recommandé par les médecins. On le compare à l'eau de la fontaine de Jouvence. À l'intérieur, donc chez Rollet, ça sent bon, sirop d'orange, de gomme, d'orgeat, de cerise, de groseille. En revanche, la décoration à l'époque n'est pas encore très au point, il faut bien le dire. Un témoin de l'époque, Henri Verly, nous dit « Les boutiques de la rue Esquermoise sont discrètes, l'enseigne est à peu près l'unique marque extérieure de leur spécialité. Elles ignorent l'art de l'étalage, le prestige des devantures chamarrées. Beaucoup de maisons se prêteraient mal à des innovations parce qu'elles sont encore munies de leur burguet, entrée de cave en forme de dolmen faisant saillie sur la chaussée. » Ça devait être bien agréable, ça, entre nous soit-il. Alors, les Rollet vont néanmoins faire de bonnes affaires. Rollet a un frère, Aimé Joseph, qui est amateur d'art, qui a visité Rome, qui a fait ce qu'on appelait à l'époque le Grand Tour. C'est d'ailleurs, pour l'anecdote, au cours d'un de ses séjours romains qu'il a réussi à libérer de prison grâce à ses relations des amis artistes surpris dans une réunion interdite, en compagnie de qui ? Du mage Balsamo. On a l'impression qu'il est toujours là, lui, le comte de Cagliostro, vous savez. C'était une réunion interdite, bien sûr, et où l'on proférait à l'époque des idées révolutionnaires. Je ferme la parenthèse. Rollet est infatigable, il crée toutes sortes de recettes, il en améliore d'autres, notamment la glace Bon Accueil à la vanille et au caramel. Il note toutes ses recettes et ses astuces dans des cahiers. On apprend comment faire fondre une poignée de gomme arabique à travers un linge épais et obtenir une pâte de guimauve, préparer une eau de vie ou des prunes confites. On apprend aussi comment blanchir les dragées. Bref, ce sont tous les savoir-faire, bien entendu, de la grande confiserie qui est en train de naître à l'époque. Les Rollet ont un succès immédiat, notamment pour leur glace, il faut bien le dire. Une gazette du temps, La Feuille des Flandres, publie en 1782 un épître à Rollet. Voilà ce que ça donne. Que l'amant chante sa maîtresse, le buveur son nectar, l'avare sa richesse, chacun suivant son goût vante ce qui lui plaît. Pour moi, je suis gourmand et je chante Rollet. Autre consécration plus importante encore peut-être, en avril 1810, alors 1810, vous voyez que nous sommes sous le Premier Empire, Napoléon et l'impératrice Marie-Louise sont à Cambrai, avec évidemment toute une partie de la cour. Il y a là tous les princes, comtes, ducs, barons et maréchaux d'empire, et la reine de Naples. L'empereur et l'impératrice viennent juste de se marier, on est en avril 1810, ils sont venus inaugurer le canal de Saint-Quentin. Dans la ville a été minutieusement préparée toute une sorte de, j'allais dire un comité d'accueil, c'est mieux que ça, on a décoré, on a festonné bien entendu, il faut que l'empereur et sa cour soient dignement accueillis, des tapis ornent toutes les devantures des maisons, décorées de guirlandes de fleurs, l'hôtel de ville est transformé en une sorte d'annexe du palais impérial, un arc de triomphe pour la circonstance a été élevé sur la place aux bois, 32 obélisques qui portent des noms de victoire de l'empereur avec un feu d'artifice, vous imaginez un peu le déploiement de faste. Après les discours officiels, les honneurs militaires, le maire, devrais-je dire, présente les clés de la ville à l'empereur. On fait sonner les canons, 100 coups de canon se font entendre, les cloches non seulement de la ville mais de tous les villages alentours, toutes ces cloches sonnent à la volée, une grande réception est organisée
Et d'après vous, qui a été choisi pour ce grand banquet? Quel est le pâtissier au sens le plus large qu'on donnait à cette époque qui a été choisi pour régaler la cour impériale de confiseries, de glaces et de bien d'autres douceurs? Et évidemment, la maison mère. En souvenir de Napoléon, le thé de l'empereur a été créé à cette occasion. Napoléon, un illustre visiteur parmi bien d'autres pour ses frères Rollet qui sont en pleine ascension. On va bientôt entrer dans le vif du sujet et dans l'histoire, j'ai envie de dire, dans l'histoire contemporaine de cette auguste maison. Cet après-midi, Franck Ferrand vous propose une émission en direct et en public de la pâtisserie Mère à Lille. De 15h à 15h30, nous irons donc nous balader dans les rues de la très jolie capitale des Flandres. Vous connaissez peut-être Lille? Eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer vos coups de cœur, vos visites immanquables par mail sur europe1.fr ou tout simplement en postant vos photos et vos messages sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Vous êtes très nombreux sur Facebook. Sandrine nous dit que les fameuses gaufres de chez Mère sont à tomber et vous êtes très nombreux à partager ce sentiment. Alors n'hésitez pas, continuez à poster vos messages. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck Ferrand vous fait revivre l'histoire d'une très célèbre pâtisserie, la pâtisserie Mère à Lille. Alors après que la maison mère ait été choisie pour servir les desserts, les confiseries et les glaces à Napoléon, rien que ça, c'est la consécration. Elle s'appelait encore Rollet à l'époque. Oui, bien sûr. Rollet. C'est la consécration maintenant pour cette maison. Oui, c'est-à-dire que le fait d'avoir, c'est ça qui est étonnant, c'est que le fait d'avoir servi la cour impériale n'a pas desservi la maison en fait. Au contraire, puisqu'au moment de la Restauration, on va voir Claire Rosalie Rollet, donc la fille aînée d'Aimé, épouser un homme de la haute noblesse locale. On peut dire d'une certaine manière que la famille fait son entrée dans la haute société lilloise en 1816. Rollet se voit même accorder pour 10 ans la location d'une glacière appartenant à l'État, située sur les remparts de la Madeleine et orientée plein nord comme il se doit pour une glacière. La confiserie de la rue Escarmoise s'agrandit. En 1831, Rollet crée une raffinerie de sucre pour approvisionner les différents ateliers de confiserie, de pâtisserie, de chocolaterie, etc. Les Rollet se lancent dans les bonbons fondants. On les voit glacer les marrons, les petits fours à partir de 1835. C'est l'apparition des fours à charbon. C'est aussi l'époque où sont améliorés les moules, les cercles de cuivre puis de fer battu qui vont permettre évidemment toutes sortes de fantaisies. D'ailleurs, nous promenions tout à l'heure dans les collections de la maison mère avec Paul-Henri Hermonpré et il nous montrait les moules à gaufres qui étaient forgés systématiquement à l'occasion des visites officielles de souverains français ou belges ou autres qui venaient à Lille et on a à chaque fois ces moules avec l'effigie des souverains pour donner aux gaufres un caractère, j'allais dire, historique. En 1839, Aimé Joseph entreprend des travaux de décoration au rez-de-chaussée du 27 de la rue Escarmoise. Une première transformation avait été lancée 20 ans plus tôt, seulement il y avait un incendie qui avait détruit toute une partie de l'édifice, y compris la façade. Donc on décide de changer la décoration et c'est à ce moment-là que la boutique va prendre ce côté un peu casino à l'italienne. On confie le chantier à un certain nombre d'amis qui sont tous lillois, l'architecte Charles Banvigna, un certain nombre de ses élèves de l'école académique, le peintre Charles Stallard, le sculpteur Huidier, je crois on dit ici, 3 hommes qui ont l'habitude de travailler ensemble à la restauration d'un certain nombre d'églises de Lille et de la région, auquel va s'ajouter, et ça vous tient à cœur évidemment Paul-Henri, auquel va s'ajouter le graveur Alphonse Leroy, parce qu'il est un de vos ancêtres en l'occurrence. Alors, il faut imaginer cette nouvelle boutique aux boiseries sculptées, aux vitrines encadrées de marbre noir veiné de blanc, avec en devanture des vitraux s'il vous plaît. On peut dire que cette boutique est la plus riche de toutes les boutiques lilloises. 4 imposantes sculptures en console, on appelle ça des modillons en termes d'architecture, soutiennent le balcon du premier étage. Elles soulignent les délicates guirlandes de fer forgé entourant plusieurs médaillons où se détache partout le R de Rollet, parce que c'est toujours le nom de la maison à l'époque. Le magasin et sa façade sont une sorte de mise en scène qui utilise tout le vocabulaire architectural et ornemental de l'époque, les rinceaux, les masques, les grotesques, cariatides entre la colonnette, fronton, bandeaux et moulures et tout ce que vous voulez.
Les frères Rollet sont maintenant nonagénaires. Ça fait bientôt 75 ans qu'ils règnent sur leur petit monde. Ils ont quand même ajouté les dragées et les bonbons fins à leur spécialité confiserie, chocolat et liqueur. Et finalement, ils vont céder leur commerce à Jacques Maire, le voilà, on l'appelle Merthe à l'époque, il est d'origine belge. Le commerce est cédé en 1848, l'année du printemps des peuples et de toutes les révolutions. L'île est en train de changer à ce moment-là. C'est l'époque du chemin de fer, tout simplement, qui est en train de tout décloisonner, d'ouvrir la route de Paris, tout simplement, qui a été inaugurée en grande pompe quelques mois plus tôt. Circonstance très importante, et ça va tout changer. Maire, celui qui est en train d'acheter la Jacques Maire, a voyagé 6 ans dans toutes sortes de colonies. Il a vu les plantations de cacaoyers, de canne à sucre, de vanille, de café. Il a appris son métier de confiseur dans un certain nombre de grandes maisons d'Istanbul, mais aussi d'Europe, de Vienne, mais après tout, on parle de café, de confiserie, de Paris bien sûr, et après un dernier stage à Lille, il a affiné sa formation et donc a décidé de se lancer dans les grandes affaires. Il reprend cette maison déjà très importante et déjà auguste à l'époque. Il va élaborer une recette qui va devenir la spécialité de la maison, la fameuse gaufre qu'on fourrera bientôt à la vanille de Madagascar, recette qui n'a quasiment pas changé depuis un siècle et demi, nous disiez-vous tout à l'heure. Les menus évoquent les voyages de Jacques Maire, les glaces Zanzibar, Comtesse Marie et Paquita, les fines liqueurs à la fleur d'oranger qui accompagnent gâteaux réputés de toutes sortes comme le safari et l'impérial et le délice, le mandarin. Jacques Merthe achète le fonds donc en 49. Son frère Michel devient à son tour gérant 10 ans plus tard. En 64, il est nommé fournisseur de Sa Majesté le roi des Belges Léopold Ier. On peut dire que là, ce sont de nouveaux horizons qui s'offrent à lui. Orchestrant La Majeure sous la direction de Jean-Claude Casatsu, le chef d'orchestre fondateur de l'Orchestre national de Lille, qui est l'un des invités de Franck Ferrand et que l'on retrouve dans un instant en direct de Lille sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec jusqu'à 15h30 aujourd'hui, une émission très gourmande et très sucrée puisque Franck, vous êtes en direct de Lille et vous nous faites découvrir la maison mère, fleuron de la pâtisserie française. Vous êtes en public aussi. Et oui, nous sommes en public. Écoutez les Lillois de mer qui vous saluent. Les gourmands de Lille. Voilà ce que l'on peut lire dans un guide de voyage de la fin du 19e siècle. On remarque dans les boutiques, on parle de la rue Escarmoise justement, un luxe qui atteint et même parfois dépasse celui de la capitale. Un confiseur y a consacré plus de 30 000 francs à se créer une éblouissante façade. Vous avez compris de quel confiseur on parle. En revanche, vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'auteur de ces lignes est une certaine Joséphine de Gaulle, qui était la grand-mère du futur général de Gaulle, bien entendu. Alors Paul-Henri Guermont-Pré, c'est quand même une histoire extraordinaire que celle de cette maison qui depuis 4 siècles a pignon sur la rue Escarmoise et qui continue aujourd'hui de porter très haut les couleurs lilloises. Vous vous sentez un peu l'âme d'un ambassadeur d'une certaine manière ? Alors moi je suis plutôt l'historien de la maison, mais il faut reconnaître que dans cette histoire merveilleuse, il y a surtout eu des dirigeants éblouissants depuis toujours. Vous avez parlé de Rollet, vous avez parlé de Maire. Jacques Maire qui avait fait le tour complet. Hein. Il était allé voir les plantations de cacao, les plantations, etc. Ah oui, il savait tout sur les denrées coloniales. C'est ça. Et puis, depuis près de 30 ans, il y a maintenant l'associé gérant qui gère cette maison de façon brillante, qui est monsieur Thierry Landron, qui est là, d'ailleurs avec son associé monsieur Paulet. Et on en parlait encore avec Jean-Claude Casatsu. C'est merveilleux d'avoir des gens aussi doués, aussi passionnés. Alors, il y a aussi, dans le personnel, on a découvert... Il y a combien de monde chez Maire aujourd'hui ? Il y a une centaine de personnes aujourd'hui. Oui. Et vous produisez 1 million de gaufres par an ? Je crois un peu moins. Ça, c'est Thierry Landron qui pourrait être précis sur ce sujet. Mais vous avez, par exemple, le chef dont vous avez pu découvrir, puisqu'il y a un restaurant également. Oui, nous sortons de table, pour tout vous dire. Qui est un garçon... Nous n'avons pas été malheureux. Très doué. Il y a le chef chocolatier Christopher Estevez, qui est ici depuis 20 ans presque. C'est terrible.
il y a eu des chocolatiers, des pâtissiers où vous trouvez 5-6 générations. Oui, Aujourd'hui, il y a 2 employés, des jeunes, tout jeunes, dont le père a travaillé ici près de 40 ans. Et ça, c'est incroyablement touchant. Oui, c'est vrai que c'est même magnifique. Vera Dupuis, vous étiez venue lors d'une émission que nous avions organisée en direct de la braderie de Lille, nous parler de l'histoire lilloise. Je suis heureux que vous puissiez être de retour aujourd'hui pour nous parler des magasins, des boutiques, des commerces lillois. Est-ce que Mayres est le plus vieux commerce de cette vénérable cité ? Parmi, effectivement, peut-être la plus ancienne dont nous connaissons l'histoire, parce que juste la voisine, nous sommes ici au 27, Oui. au 29. 27 Escarmoise, oui. 27. Il y avait la boutique de Cussac qui était spécialisée dans la porcelaine, dans les verres de Bohème et qui était là aussi déjà depuis 1755 et qui avait obtenu pas mal de médailles comme la Maison Mère dans diverses expositions. En vérité, c'est ce 19e siècle, puisque la boutique, aujourd'hui, dans sa merveille, date... Double boutique, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et c'est effectivement l'arrivée dans la rue d'autres boutiques très élégantes, parce que les progrès techniques le permettaient d'un seul coup. Au lieu d'avoir les petits vitrines encore serties de plomb, on pouvait s'offrir des grandes vitrines. Il y avait des lustres. Ce n'était plus tout simplement de la lampe à huile. Quelles sont les spécialités lilloises en dehors de ces gaufres fourrés, bien sûr, qui maintenant rayonnent dans le monde entier, on peut le dire. Est-ce qu'il y a des produits qu'on se doit de rapporter dans ses bagages lorsqu'on vient dans la capitale? C'est toujours un plaisir de les raconter parce que là, on retombe un tout petit peu dans nos racines flamandes. Parce que vous savez bien, nous aimons le putschefleisch. Il faut expliquer ce que c'est que ce putschefleisch. Le putschefleisch, c'est tout simplement la viande en pot. On mélangeait hardiment du lapin, du lard, du poulet et du porc, le tout bien mélangé avec des feuilles de laurier, des clous de girofle, la bonne gelée, on la mettait au four et cuire pendant un moment, et puis ça se coupe en tranches avec une salade et des bonnes frites, évidemment. Et puis pour les petits déjeuners, nous avons nos habitudes aussi, c'est les cramiques. Alors vous voyez, les cramiques, c'est un petit gâteau bien sucré avec des gros morceaux de sucre, du raisin. Et puis nous avons le hoche-pot. C'est un plat à base de bœuf, un pot au feu, grosso modo. Et nous avons les waterzooi, par exemple, Algérie, quand je prononce tous ces noms, parce que effectivement, c'est déjà savoureux. C'est un peu tout ce que vous nous avez raconté. Alors nous sortons de table. J'espère que certains de nos auditeurs sont un peu en retard et que vous êtes en train de les mettre en appétit. Vous êtes d'accord, Jean-Claude Casatsu? Il y a quand même un art de vivre très spécifique dans ces Flandres en général et à Lille en particulier. Pourtant, on est tout près de Paris, à 1 heure de Paris, et tout est différent. Tout est différent, mais vous avez oublié la tarte au maroilles aussi. Ah oui. Très bonne pour la ligne aussi. C'est-à-dire, oui, il faut manger avec modération parce que sinon, évidemment, la surcharge pondérale arrive. Mais enfin, c'est tout à fait exceptionnel parce que c'est la convivialité en permanence. Alors, dans cette maison mère, il y a un certain nombre de spécialités. Vous avez des gâteaux qui sont proposés au public depuis des décennies ici, on peut le dire. Il y a des recettes. Thierry Landron en parlait encore il y a quelques instants. Vous avez des recettes que l'on inchangées depuis 3 siècles. C'est ça. Le cramique, c'est 3 siècles. Et c'est formidable. Il faut surtout pas changer. Évidemment, quand on a une telle ancienneté, on ne peut qu'aligner les grands clients. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez eu de grands clients. Alors, quand on parle du général de Gaulle, ça paraît naturel puisqu'il est natif de la région. Ou quand on parle de Vauban, après tout, il était là occupé à travailler à l'édification de la citadelle. Mais vous avez toutes sortes de grands clients. Vous en avez d'ailleurs dressé une sorte de galerie de portraits derrière nous. Et, on voit c'est Ray Charles. Vous avez Ray Charles, vous avez Marguerite Yourcenar. Oui. Marguerite Yourcenar qui était des Flandres, elle aussi. Qui était des Flandres et qui est née à 300 mètres d'ici, qui a découvert le thé chez ses grands-parents et qui toute sa vie a bu le même mélange et en disant le thé de chez mère pour moi c'est la caresse du Bouddha. Et la gaufre pour elle c'était sa Madeleine de Proust. Énormément. Et bien d'autres écrivains. Alors là, de Marcel Proust pour le coup, puisque vous parlez de la Madeleine, à Jean d'Ormesson. Enfin, Dominique Noguez est un inconditionnel qui, dans tous ses romans,
presque, Vera Dupuy, qui est une grande amie d'ailleurs de Dominique Noguez, peut nous le dire. Il y a Simon Liberati, qui était là il y a encore peu de temps, etc. Et puis alors de très grands noms, Victor Hugo bien sûr, George Sand qui repartait avec des cornes d'abondance dans ses bagages. Exactement, oui. Oui. Et puis alors ça continue. Alain Souchon a quand même écrit plusieurs couplets à la gloire de cette maison et de la petite gaufre fourrée. Vous avez Amélie Nothomb, ça gêne. Qui est un peu la régionale de l'étape aussi. Oui, et ça gêne souvent Thierry Landron d'évoquer ce qu'a écrit sur le livre d'or Amélie Nothomb. Elle a écrit « Vous êtes les bienfaiteurs de l'humanité ». Alors, elle a raison, mais ça peut froisser la modestie du dirigeant exemplaire. On peut se demander même si d'une certaine manière on n'est pas tous en train un peu de perdre la tête devant toutes ces douceurs. C'est une caverne ensorcelante que la maison mère. Oui, c'est l'addiction totale et ça nous arrange bien. Sinard via Europe1.fr nous dit Serge Lutens, le célèbre parfumeur, a travaillé tout près rue Escarmoise et avant de créer ces fameux parfums, et il est venu nous en parler d'ailleurs dans la célèbre parfumerie du Soleil d'Or qui se trouve juste en face de la pâtisserie, en citant Proust et en confessant, nous dit-elle, l'inspiration donnée par la maison mère. Ça fait partie aussi des célébrités locales. Ah bah oui, Proust, il a découvert la gaufre. Lutens, en Lutens, oui. pardon. Oui, Lutens est lillois. Il a travaillé en face et il a rappelé à de nombreuses reprises que même les odeurs de mer, les décors l'ont beaucoup inspiré. Ce qui nous flatte aussi. Alors, je ne sais pas comment je dois interpréter cela, mais une très grande partie des réactions sur Facebook sont des réactions d'auditrices. Je crois que les auditrices sont particulièrement sensibles au charme de la maison. Ça doit être ça, Paul-Henri Guermont-Pré. Parmi les auditrices, une dame qui est une grande fidèle qui est en train de s'installer dans la salle au premier rang. Oui, alors ça fait partie des éléments très touchants de la maison. Arrive Madame Colette Roussel. Toute la maison l'appelle Tante Coco, ça fait 92 ans qu'elle vient ici. Sa maman, encore enceinte, proche d'accoucher, était présente. Toute sa famille, depuis des générations, était présente dans cette bonne maison. Et elle nous avait écrit une lettre il y a quelque temps en nous rappelant que sa famille, quand elle recevait justement George Sand, Chopin, Victor Hugo, Napoléon III, la reine Amélie, repartait toujours avec ses cornes d'abondance de sucreries. Bienvenue, chère Tante Coco. Merci. Si vous me permettez, je vais moi aussi vous appeler Tante Coco. Merci d'être là au premier rang pour cette émission spéciale et particulière que nous faisons en direct de la maison mère à Lille. Et vous l'aurez compris maintenant, en public. Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. De Renault sur Europe 1 pour cette émission spéciale au cœur de l'histoire, en direct de Lille, en direct de la pâtisserie mère. Vous êtes en public et il y a du monde également sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à partager vos bons plans visite puisque de 15h à 15h30, Franck, vous irez vous balader dans les rues de Lille à la découverte du magnifique patrimoine de la capitale des Flandres. Et vous êtes déjà très nombreux à nous dire l'amour que vous avez pour cette ville sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Je vais vous dire, nous sommes repus, Anissa. Ah bah, j'imagine. Au milieu de toutes sortes de boîtes qui sont en quelque sorte commémoratives, qui marquent un certain nombre d'événements que la maison mère a voulu marquer et auxquels elle s'est associée, Paul-Henri Guermont-Pré. Il y a notamment une boîte avec l'effigie de Buffalo Bill. Ah oui, il y a Buffalo Bill qui est venu ici en 1905 lors de sa dernière tournée. Il est venu avec 3 fois moins de figurants et d'animaux, et parce que la première tournée avait été très limite financièrement. Et des régisseurs passaient partout dans toutes les villes de France où il allait se produire pour chercher des chevaux. Et ici, à l'époque, il y avait 7 chevaux, il y avait 8 cochers. Il les a employés, mais je crois qu'à ma gauche, il y a un spécialiste. Voilà, j'allais dire, vous parlez très bien de Buffalo Bill, la question n'est pas là, mais il est évident que lorsqu'on a le plus grand spécialiste européen de la question avec nous, il vaut mieux encore lui donner la parole, d'autant plus qu'il a fait le voyage depuis Bruxelles, pas très loin certes, mais de l'autre côté de la frontière tout de même, c'est François Schladuc. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Il faut tout de suite dire que nous sommes en train en ce moment de célébrer le 100e anniversaire de la mort de Buffalo Bill. De Buffalo Bill, donc il est décédé le 10 janvier 1917 et je vais justement célébrer cela. Vous allez partir, vous, pour les États-Unis, en fait. Je vais partir le 11, le lendemain,
Et nous allons faire avec le conservateur du musée de Buffalo Bill, là où il est enterré à Golden, très exactement, un faubourg de Denver, nous allons faire comme une espèce de veillée dans l'endroit où son corps a reposé. Donc on va faire ça le 12, et cet endroit c'est devenu un restaurant qui s'appelle Lola, et donc après nous aurons un petit dîner, etc. Alors ça, c'est ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais pourquoi Buffalo Bill est-il venu, à 2 reprises, organiser de grandes tournées de spectacles en Europe? Alors c'était très à la mode à l'époque pour les foires internationales, etc., etc. Et donc ils avaient un succès énorme parce qu'à l'époque, pas de télévision, pas de radio, et les gens étaient curieux de voir des natives, des gens du Nouveau Monde. Donc c'était le succès assuré, malgré qu'il y a eu des petits problèmes financiers parfois, mais c'était le succès assuré. Alors nous avons dit que Louis XIV, Napoléon et le général de Gaulle étaient des clients de cette maison. Nous avons parlé de Marcel Proust, de Marguerite Yourcenar et d'autres grands écrivains, y compris actuels bien sûr. Mais que venait faire Buffalo Bill chez Maire? Il a tiré à Lille. Ah oui. Beaucoup, oui, mais c'était un grand... Expliquez ce que vous voulez dire. C'était un grand tireur. Oui. Donc il organisait des démonstrations. Des démonstrations de tir, oui. Oui. Moi, j'étais un grand amateur de Buffalo Bill étant tout petit. Je jouais aux Indiens et tout ça, donc j'admire beaucoup votre... Je précise quand même, Jean-Claude Casatsu, grand admirateur du souvenir de Buffalo Bill. Hein, oui, non, je ne l'ai pas rencontré. Quand vous imaginez quand même pas centenaire. Alors, que venait-il faire chez Maire? Je pense qu'il ne pouvait pas passer à Lille sans passer à la maison Maire. Il y a commandé, entre autres, des dizaines et des dizaines de kilos de thé. Ah oui. Il buvait énormément de thé. Toute la troupe, il faisait. Vous avez fait des recherches là-dessus. On a des traces de cette commande. Il y a une commande dont on a la trace ici, 80 kilos d'un thé, qui est un mélange, qui est toujours offert à la clientèle, qu'on a appelé le thé du pionnier. Et à la demande de François, qui nous a donné cette idée pour nous rappeler qu'on allait commémorer la disparition du grand homme, Thierry Landron a décidé de lancer un chocolat. Et ce chocolat est légèrement, c'est une ganache avec beaucoup de cacao et légèrement parfumé au thé. Et le thé, fameux thé que vous avez apprécié au château de Cheverny, le thé du Chancelier, nous avions réalisé et proposé ensemble. Qui est un thé fumé aux arômes vraiment très puissants et très remarquables. Ça a marqué les Lillois, la visite de Buffalo Bill vers Dupuis. Oui, à lire les journaux d'époque que nous avons consultés, l'Écho du Nord de 1905, effectivement, il est passé sur l'esplanade où il s'est installé et les journaux ont fait des pages, et surtout toute la troupe et Buffalo Bill, ils ont fait une publicité des semaines d'avance, et non seulement il est passé à Lille, mais ensuite à Roubaix, et on racontait justement, c'est là où nous l'avons retrouvé, cette petite phrase qui fait toujours plaisir: Buffalo Bill buvait que du thé et de l'eau. Ça valait peut-être mieux, notamment pour tous les cow-boys et les Indiens qui étaient autour de lui. À mon avis, il valait mieux leur faire boire du thé qu'autre chose. Pendant toute l'année dernière, d'ailleurs, pour revenir à la maison Meert, une boîte... Vous dites Meert tout de suite, on voit la différence. C'est l'accent néerlandais. C'est ça. Une boîte de chocolat à l'effigie de Buffalo Bill, avec cette belle gravure que Paul-Henri a fait faire, a été exposée au musée de Buffalo Bill pendant 1 an. Puisqu'il faisait une exposition sur justement les aventures de Buffalo Bill à travers l'Europe. Vous savez, j'ai eu la chance d'évoquer un certain nombre de très grandes et vieilles maisons. Je pense notamment à des maisons de joaillerie comme Mellerio ou comme Breguet, qui sont de très vieilles maisons. Il y a une société qui s'appelle les Enochiens, d'ailleurs, qui évoque toutes ces entreprises qui sont nées avant 1700. Vous imaginez, il y en a quand même un certain nombre en France. Et presque à chaque fois, ce qu'il y a de merveilleux, c'est de voir que les productions de ces grandes maisons deviennent en quelque sorte totémiques. Ce sont des emblèmes que l'on promène partout à travers la planète. Et ce que vous nous montriez tout à l'heure, Paul-Henri Guermont-Pré, c'est un certain nombre de photos, toute une collection de photos que vous envoient vos propres clients lorsqu'ils vont en voyage à l'autre bout du monde, dans les civilisations les plus étonnantes. Ils font poser les gens avec des boîtes de chez Maire. On a des exemples au Népal, on a même les gardes du roi du Népal, on a des sadhus, c'est-à-dire ces saints personnages qui vivent presque nus, qui marchent pendant des années, et on les voit dégustant une gaufre, etc. Donc on a beaucoup de témoignages, et on a même un document
qui nous touche particulièrement, c'est le père Najib, le dominicain, qui, sous les bombes de Mossoul, c'est l'homme, le dernier qui a quitté Mossoul quand Daesh est arrivé. Il déguste des gaufres que notre ami commun Jacques-Charles Gaffiot lui avait ramenés. Gaffiot avait pris le dernier avion et Najib est passé. C'est lui qui a sauvé des milliers de documents. On a les photos. Hein, on a les photos. Et après, Najib nous l'avons invité à la demande de Madame Audy. On l'a invité ici pour faire une conférence, pour nous dire ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, remuez-vous. Vous êtes, pour ceux qui sont catholiques et ceux même qui ne le sont pas, remuez-vous, ne vous laissez pas faire. François Chladuc, puisque vous nous avez fait l'amitié de venir jusqu'ici et puisque vous êtes le grand connaisseur de Buffalo Bill, en cette année du centenaire de la mort du grand homme, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots seulement qui il était quand même et d'où il venait? Pourquoi cet entrepreneur de spectacle? Il est né dans l'Iowa, il a été un petit peu... chasseur de bisons, bien sûr, de là son nom. Son nom, beaucoup vont dire qu'il était un tueur de bisons. Ça n'est pas tout à fait vrai. Son nom vient du fait qu'il a C'était en tout cas, comme disait Jean-Claude Casatsu, un grand tireur, incontestablement. Voilà. Son nom vient d'un challenge qu'il a fait avec un autre grand tireur. Et c'est lui qui a tué le plus de bisons en une journée. Et de là, il a hérité du nom de Buffalo Bill. Mais il a en grande partie tué des bisons pour nourrir les ouvriers du chemin de fer. Et puis il s'est lancé dans le cirque. On est à une époque, oui, où les grandes expositions, enfin les foires, etc., étaient très répandues aux États-Unis et où on avait un besoin de spectacle. Hein, on avait besoin dans des contrées où il ne se passait quasiment jamais rien. Il n'y avait pas de théâtre. On sort d'ailleurs un livre là-dessus au mois de juin aux États-Unis. Où on raconte toute l'histoire des Indiens qui ont fait partie du cirque de Buffalo Bill. Il n'est pas très fréquent qu'un de mes invités pose ses chaussures sur la table. Alors j'imagine que si vous l'avez fait, c'est pour une bonne raison. Expliquez-nous. Alors ceci, c'est une paire de mocassins perlés qui ont appartenu à Samuel Lone Bear, ours solitaire, et qui a fait partie, qui était une des grandes vedettes du Buffalo Bill Wild West. Et dont j'ai des photos de cette fameuse paire de mocassins portée par Samuel Lone Bear. Oui. Donc c'est assez extraordinaire d'avoir des photos et l'objet. C'est-à-dire que la photographie dans ce cas-là authentifie l'objet et lui donne toute sa profondeur et toute sa dimension historique en fait. Exactement. Et pour un collectionneur, je sais de quoi je parle, ça c'est le bonheur absolu. Quand on a un portrait ou une photo qui permet d'authentifier un objet, vous êtes venu avec la photo elle-même, bien sûr. Alors, Paul-Henri Guermont-Pré, est-ce qu'on peut dire que, en dehors de ces très grands clients, très célèbres, on en a maintenant cité un certain nombre, hein, je crois qu'il n'y a quasiment pas de grandes célébrités occidentales depuis 2 siècles qui, d'une manière ou d'une autre, n'aient pas eu à profiter des merveilles de votre maison. Est-ce qu'il y a des clients anonymes, si je puis dire, mais remarquables? Est-ce que vous avez comme ça des grands fidèles ou des gens qui ne jurent que par vos gaufres? Vous avez des gens qui ont même des revenus modestes, qui viennent une fois par an. Une fois par an, pas 2. Vous avez des familles discrètes. Il y en a une ici, Madame Verrag. Je peux en parler. Si on regarde, elle n'en parlera pas, mais si on regarde les menus de sa famille, que je connais puisque c'est ma cousine, eh bien, presque tous les menus de fêtes carillonnées, de mariages, etc., vous retrouvez les spécialités de chez Mère, aussi bien en glace qu'en gâteau. Parce qu'il y a des spécialités saisonnières. Il y a des confiseries ou des pâtisseries particulières en fonction des fêtes, en fonction des périodes de l'année. Bien sûr, pour la Saint-Nicolas, il y a la fameuse coquille qui est un cramique sur lequel est posé un petit Jésus en sucre. Ça, c'est tout à fait traditionnel. On trouve ça un peu dans l'Est et puis ici, dans le grand nord de la France. Et puis, il faut dire que la maison a toujours épousé les habitudes aussi. Hein. Lorsqu'on s'est mis à la viennoiserie, si je puis dire, au milieu du 19e siècle, hop, vous avez vous aussi produit des viennoiseries. Les gâteaux de voyage aussi, au moment, avec l'explosion du tourisme, grâce au chemin de fer, etc. La maison mère a toujours été à la pointe dans tous ces domaines. Elle est à la fois très traditionnelle, là c'est l'historien de la maison qui parle, très traditionnelle et en même temps, tout est ouvert. Il y a beaucoup de curiosité en même temps. Mais c'est vrai que les 2 tiers des produits, vous les trouvez depuis très longtemps.
Et puis Thierry Landron, sans arrêt, je sais, cherche avec ses collaborateurs et trouve surtout. Alors, il y a 2 phares dans cette ville de Lille. En tout cas, c'est ce que nous allons vous démontrer cet après-midi. C'est la maison mère. Ça, je pense qu'on l'a suffisamment dit et explicité. Et à mon avis, vous allez en avoir des commandes de gaufres dans les temps qui viennent. J'espère que vous êtes préparés à cette affaire. Je signale aussi d'ailleurs la publication du livre Mère, nos illustres gourmands, recettes d'hier et d'aujourd'hui aux éditions Duchesne. Et puis, bien sûr, il y a l'Orchestre National, ça tombe bien, son fondateur, son âme, est avec nous cet après-midi. Nous y venons dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec, depuis lundi, 30 minutes d'histoire en plus consacrées à la visite de notre joli pays. Sur les routes de France, vous nous parlez du patrimoine qui a fait notre histoire. Franck, alors aujourd'hui, vous nous avez raconté l'histoire de la maison mère, fleuron de la pâtisserie française à Lille. Nous allons donc, avec vous et avec vos invités, nous balader dans les rues de Lille. Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous poster des photos de Lille et de sa région sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Et il y a autour de vous, Franck Ferrand, aujourd'hui, un très chanceux public. Mais oui, un public qui est là, il est venu, le public lillois, dans cette maison mère, rue Esquermoise, tout près de la Grand Place. Les rues de Lille sont ensoleillées, figurez-vous, aujourd'hui. Quelle chance! J'aurais bien aimé qu'on puisse sortir, mais enfin, vous savez, alors là, ce serait vraiment très compliqué d'aller se promener physiquement avec des micros dans les rues. Il faudrait tout un ensemble de relais, etc. Nous irons quand même tout à l'heure nous promener à l'intérieur de cette maison. Nous nous rapprocherons de la façade et de la rue Esquermoise. On est tout près de la Grand Place et Jean-Claude Casadesus disait il y a un instant, Vera Dupuis, que cette ville est d'abord une ville du XVIIe siècle. C'est vrai que c'est ce que l'on ressent. Ah, tout à fait. Quand on flâne dans la ville, ça saute aux yeux. C'est une merveille parce que toutes ces constructions, des maisons, des marchands, parce que la vocation première de Lille, c'est une ville de marchands, et ça depuis le Moyen-Âge. Et quand on a commencé au début du XVIIe siècle à détruire les maisons en bois, on a construit en dur dans cette belle brique rose, et puis avec la belle pierre blanche de Lézenne que les tailleurs d'images, nos sculpteurs... Ah oui, vraiment, des tailleurs d'images. J'aime beaucoup cette métaphore. C'est exactement ça. On a l'impression de tableaux, littéralement, de tableaux de pierre sur les façades de Lille. Exactement. On a l'impression, ce sont des figures qui sont sorties des tableaux de Rubens, nos angelots bien en chair, bien joufflus. Ce sont les cariatides qui portent des fruits sur la tête, des turbans pour les hommes, tous ces commerces entre l'Orient, avec les épices. Formidable. Comme pour la confiserie. La première fois que nous nous sommes vus, je vous ai dit, moi, ce que je préfère à Lille, c'est la vieille bourse. Vous m'avez dit, ça tombe bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, et surtout, tout à l'heure, quand vous avez si agréablement parlé de la vieille bourse, vous avez oublié de dire, justement, les tailleurs d'images se sont amusés. Dans un angle de la vieille bourse, ils ont sculpté le roi Midas avec ses oreilles d'âne qui... Tout ce qu'il touchait s'est transformé en or. Oui, oui. Et j'ai l'impression que nos marchands lillois, c'est ça. Tout ce qu'ils touchent, ils le transforment en or. Alors aujourd'hui, la bourse en question abrite surtout de vieux livres, il faut le dire. Oui, nos bouquinistes sont là, mais aussi le dimanche, nos danseurs de tango, les joueurs d'échecs. C'est un bâtiment inattendu qui donne sur la Grand Place, mais aussi sur l'Opéra, tout simplement parce qu'en 1652, 24 marchands se sont regroupés, chacun a construit sa maison, et puis on l'a confié à un maître d'œuvre qui était Julien d'Estrées, qui a justement harmonisé l'ensemble. On a l'impression que c'est une seule maison, mais en même temps, vous avez cette diversité des boutiques au rez-de-chaussée. Alors, parmi les nombreuses choses à visiter, il y en a tellement dans cette merveilleuse ville de Lille. Moi, j'avais pris l'habitude de venir faire mes courses de Noël à Lille. C'est très pratique, très agréable, dans de vieilles rues qui sont magnifiquement décorées et festonnées. On a le sens de la fête et de l'illumination dans le Nord, il faut le dire. Oui, puisqu'on est en Flandre. Eh oui, évidemment. Et donc, dans cette ville, vous avez notamment une citadelle dont on dit qu'elle est la reine des citadelles. Il faut peut-être que nous nous y arrêtions quelques instants. Oui, avec plaisir. Parce que ça permet d'évoquer un pan d'histoire. Tout simplement,
vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous sommes françaises seulement depuis 1667. Louis XIV avait mis le siège Vous devant n'êtes pas les derniers arrivés, mais enfin pas très loin quand même. Oui, ça, voilà. Et avant, nous étions Pays-Bas espagnols. Donc, Louis XIV disait l'île, ça vaut une province, tellement la ville était riche. Et donc, il dépêche tout de suite Vauban, ici, dans la ville. Et je trouve que ce sont vraiment, à l'époque, c'est presque un miracle. En 3 ans, parce qu'il faut imaginer, on a une pioche, tout simplement, une pelle, pour sortir cette citadelle de 5 branches de terre. Ça commence en 1667 tout de suite. Il y a 1000 ouvriers. En hiver, Vauban laisse distribuer de temps en temps un petit verre d'alcool pour donner du cœur au ventre. Et puis, le plus dur, c'était justement de trouver les matériaux, les briques, des millions de briques. J'ai oublié combien maintenant. Peut-être 60 millions. Incroyable, mais oui, il fallait trouver ce matériau. Elle venait d'Armentières. On a laissé creuser exprès un canal pour relier l'île avec Armentières. La pierre, parce que si vous vous promenez autour des remparts, de la citadelle, vous voyez bien qu'elle est bastonnée, toutes ces étoiles, des pierres. Eh bien, il a se démolir des châteaux en ruine pour trouver la bonne pierre. Et puis, en 3 ans, c'était fait. Et vue du ciel, c'est une incroyable étoile de pierre que cette citadelle, parfaite dans ses proportions. La première, elle est la reine des citadelles. Et après, nous avons créé 28 autres citadelles dans le nord, le long de la frontière avec la Belgique, pour consolider créer, le précaré. Voilà. Bravo, c'est ce que vous alliez dire. Exactement. Je vous l'ai volé. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, vous avez prononcé un mot tout à l'heure, Vera Dupuis, et ça va me permettre de faire un mea culpa. Nous avons fait un petit tour avec Alain Duhaut mardi dernier, un petit tour des opéras de France. Je n'ai pas cité, figurez-vous, l'opéra de Lille, parce qu'il y en aurait tellement à citer, bien entendu. C'est une ville de musique, quand même. On a la musique dans le sang, ici. Ah oui, la vie musicale était intense. Vous ne pouvez même pas imaginer. En 1838, nous avons déjà créé un festival. On a créé Square Foch, ex nihilo, avec des bâtiments en bois, des salles qui pouvaient contenir 4000 personnes, 4000 fans de musique, cher Jean-Claude Casatsu. Et quand on voit les dessins, les dames en robe longue, crinoline, et puis les lustres comme ici qui descendent dans la salle, on se dit mais c'est éphémère et c'est si merveilleux. Vous avez ressenti quand vous êtes arrivé prendre la tête de cet orchestre, Jean-Claude Casatsu, vous avez ressenti cet amour des Lillois pour la musique ? Pas tout à fait au début, parce que l'orchestre était terriblement embryonnaire. Il était mal en point même. Oui, il devait disparaître surtout. Et donc, mais je voudrais juste faire une petite parenthèse pour dire mon admiration à notre Vera, qui est hambourgeoise. Et je pense qu'on sait beaucoup moins de choses sur Hambourg qu'elle n'en sait sur Lille et sur notre région. Et on est toujours... l'herbe qui pousse ailleurs est souvent toujours plus verte, mais alors bravo à elle pour sa culture extraordinaire de notre région. Je regarde mon équipe qui s'est installée comme une bande de cancres tout au fond de la salle, et je dis que nous pourrions peut-être aller à Hambourg d'ailleurs un de ces jours. Ils viennent de construire un formidable auditorium extraordinaire. La Philharmonie est absolument... En attendant, si vous le voulez, c'est l'Orchestre National de Lille que nous allons découvrir dans un instant en compagnie de son chef. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le prélude de l'Arlésienne de Bizet sous la direction de Jean-Claude Casatsu, le chef d'orchestre fondateur de l'Orchestre National de Lille. Et justement, il est temps de parler musique dans la capitale des Flandres, puisque vous êtes en direct de Lille pour cette émission spéciale Franck Ferrand, et le public venu nombreux a la chance de voir Jean-Claude Casatsu qui est à vos côtés, Franck Ferrand. Jean-Claude Casatsu est ici. Il fait signe d'ailleurs au public, en bon chef d'orchestre qu'il est, d'applaudir. Chef d'orchestre et chef de salle aussi. Et voilà. J'ai pas fait signe. Non, je me faisais un signe à moi-même. Ah, c'est ça, voilà. C'est votre façon à vous de vivre les émotions. Vous me disiez pendant cette interruption, on entendait donc ce prélude de l'Arlésienne de Bizet. Vous me disiez, on le joue mieux maintenant, mais c'était déjà pas trop mal. Quand même. Finalement, c'était pas mal. Oui. Mais ça a été enregistré il y a 35 ans. Alors j'ai toujours un peu d'angoisse, vous savez, sur le passé, parce que c'est comme les peintres en général, ils préfèrent souvent leur dernière œuvre. Mais il faudrait que l'orchestre a formidablement évolué, progressé, mais c'était pas mal. Comment êtes-vous arrivé ici à Lille ?
Oh, écoutez, il faut citer un nom là, celui de Michel Guy, je crois. Oui, Michel Guy, mais c'est une épopée, quoi. Je vais pas. Vous savez, ça vous me rappelez un petit peu Chancel qui disait il nous reste 3 minutes. Qu'est-ce que c'est Dieu pour vous? Non, je vais avoir. Enfin voilà, Michel Guy me dit, qui était ministre de la Culture et j'étais directeur adjoint des Pays de la Loire à ce moment-là à Nantes. Il me dit écoutez, voilà, c'est sans doute un cadeau empoisonné. Est-ce que vous accepteriez de terminer le contrat d'un orchestre voué à disparaître? En fait, on ne pouvait pas rêver meilleure situation. Les musiciens étaient désespérés, en grève. Il en restait 33. Et donc, je suis arrivé avec les pieds dans la glaise et la tête dans les étoiles, avec 2 personnes ennemies qui croyaient à notre futur. Pierre Mauroy, qui m'a beaucoup aidé, qui a compris l'enjeu. Je lui ai proposé, en 2 mots, de créer un grand dessin musical dans cette région de 4 millions d'habitants, la plus jeune de France, et de permettre à chacun d'avoir accès à cette émotion irremplaçable qui est la musique. Ce qu'il y a d'unique, et je sais que de nombreux Français en sont conscients, Jean-Claude Casatsu, mais on ne le dira jamais assez, ce qu'il y a d'unique, c'est que vous avez réussi ce double exploit de faire venir un nouveau public vers la musique classique, la grande musique, comme on disait, et en même temps de maintenir, ou plutôt de porter cette formation au plus haut niveau international, ce qui en fait la petite sœur de tous les grands orchestres de la planète. Ça, c'est quand même extraordinaire, ce double accomplissement. Aller à la fois vers l'excellence et vers le grand public. Comment est-ce qu'on accomplit un exploit comme celui-là? Écoutez, il faut rêver ses utopies. Oui. Quand j'étais plus jeune et que j'étais dans une autre vie, j'étais musicien, soliste dans un orchestre, je me disais, mais pour qui est-ce qu'on joue? Et je voyais souvent un peu les mêmes mélomanes, et je rencontrais des gens qui me disaient, oh, la grande musique, ça c'est pas pour nous. Je me suis donc juré que je ferais tout pour que ça le devienne un jour. Et dans cette région, j'ai eu un terreau extraordinaire, avec en effet toute une région, comme le disait notre ami Vera, qui était d'un esprit très culturel, très musical, mais qui n'est pas de vie symphonique. Il n'y avait pas de vie symphonique dans la région. Il y avait des harmonies formidables, il y en a encore. Et je me suis dit, bon voilà, il faut sortir des lieux dits sacralisés. D'ailleurs, on n'en avait pas, parce qu'on a attendu 20 ans une salle de concert, et j'en ai une autre maintenant, qui est une merveille absolue. Donc évidemment, ça fait totalement progresser un orchestre, car la salle de concert, c'est vraiment l'instrument de l'orchestre. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai été proposé dès le tout début aux différents adjoints à la culture ou maires des communes environnantes. On en a visité 250 villes ou communes en 40 ans. Leur proposer un concert, si vous voulez, éducatif pour les enfants l'après-midi, avec l'espoir qu'ils reviennent avec leurs parents le soir. Donc petit à petit, c'est ce qu'ils ont fait, parce que évidemment, petit à petit, ça fait 2 générations, ça quand même. Oui, 40 ans. Ça fait un peu plus de 40 ans. Et c'est vrai que c'était enthousiasmant, que j'ai pas vu le temps passer, que c'est passé comme une fusée, qu'en même temps l'orchestre a adhéré d'une façon merveilleuse à ce projet que j'avais rêvé, c'est-à-dire au plus haut niveau de qualité, proposer aux plus démunis comme aux plus favorisés la qualité qui est une part d'humanité dans ce monde de brut. Vous me parliez d'Hector Berlioz qui, pour l'inauguration de la ligne Paris-Lille, la ligne de chemin de fer, était venu jouer ici. Alors, Berlioz a écrit une œuvre que nous avons jouée pour l'île européenne capitale culturelle 2004, que Martine Aubry a porté vraiment au sommet. Nous avons joué devant 300 000 personnes une cantate écrite par Berlioz à cette époque-là pour l'inauguration de la gare de Lille, qui s'appelle la cantate des chemins de fer. Et non, moi je veux dire, Merthe, on en parle avec tout notre cœur, a été un centre de réunion absolument incroyable, des plus grands de ce monde, Merthe ou la ville de Lille, parce que finalement, sans les gaufres, peut-être qu'il y aurait eu moins de rayonnement à Lille. Hein. On doit pouvoir dire je ça. Je sais pas. En tout cas, ça a été un point de rencontre absolument exceptionnel. Vous parliez de cette inauguration du grand événement Lille, capitale européenne de la culture en 2004. Je me rappelle cet événement. Il y avait, comme vous le dites, plusieurs centaines de milliers de personnes, 300 000. Il y avait 2 millions de personnes dans la ville. On a frôlé la catastrophe ce soir-là. Oui, on a frôlé la catastrophe parce que, heureusement, on doit à la sagesse des Lillois qui étaient absolument rassemblés et coincés comme des sardines dans une boîte très étroite. Grâce à leur sang-froid, il ne s'est rien passé de grave. Mais ça aurait pu en effet dégénérer. Mais le miracle a eu lieu ce jour-là. Et ils étaient massés, enthousiasmés, se baladant dans toutes les rues. Et il y en avait 300 000 face au podium musical qui m'a permis d'essayer de transmettre une bonne parole musicale. Et ça a été un événement extraordinaire dont on a parlé dans le monde entier. Mais
pour en revenir à Merthe, si vous voulez, je vois mon ami Landron qui est ici. Oui. Nous nous sommes retrouvés en Chine, parce que Merthe a été en Chine aussi pour l'inauguration de l'exposition universelle à Shanghai. Vous me disiez à table tout à l'heure, pendant le déjeuner, Jean-Claude Casatsu, que vous prépariez la suite, que vous prépariez la succession petit à petit. Ça y est, elle est préparée, puisque comme je suis une personne âgée, on dirait pas du tout. Je me suis dit, un chef d'entreprise responsable et digne de ce nom doit penser à la pérennité de son entreprise. Et il y a 2 ans, je me suis dit, j'arrive à un âge respectable, il faut du sang neuf, et j'ai décidé d'engager un nouveau directeur musical et de faire engager un nouveau directeur général et de faire engager un directeur musical. Donc la maison part maintenant avec de nouvelles perspectives, mais je n'ai coupé aucun lien, et qu'on se le dise, je ne prends pas de retraite, ça n'est pas dans mon logiciel. Je suis toujours en lien avec mon orchestre. Évidemment. Et je m'occupe toujours de mon festival de piano, créé en 2004. Merci, un grand merci d'être venu illuminer cette émission lilloise, et un grand bravo pour tout ce que vous avez fait à la tête et que vous continuez de faire à la tête de ce magnifique orchestre. C'est une belle aventure, vous savez. Cette région est merveilleuse, et cette maison Merthe qui est aussi un peu ma cantine. Alors la maison Merthe, nous allons la retrouver puisque nous allons dans la boutique maintenant, tous les 5, parce que je ne peux pas emmener tout le public, mais nous allons dans la boutique pour clore l'émission si vous le voulez bien. Je peux encore vous dire juste un petit mot, tout petit mot rapide. J'ai fêté les 100 ans de ma maman, qui est une grande actrice. Et comment ? Dans cette maison. Gisèle Casatsu. Et voilà. Et nous avons entretenu ce lien jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas prêt de s'éteindre. Nous la saluons et nous l'embrassons. Au cœur de l'histoire. Carrefour. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de la maison mère, fleuron de la pâtisserie française, que vous nous faites maintenant visiter, Franck Ferrand, avec vos invités. Alors ça m'amuse beaucoup, pour tout vous dire, Anissa, parce que j'ai très très souvent été ici dans cette boutique comme client, et je suis aujourd'hui avec des micros et toute une équipe pour essayer de vous faire partager cette merveille. Nous sommes donc dans la vieille boutique de la maison mère, avec un décor qui a fait en partie sa célébrité, Vera Dupuis. Ah oui, tout à fait, puisqu'on n'avait jamais vu cela auparavant à Lille, et nous parlons toujours. On choisit soit une bonbonnière, soit un petit palazzo italien, une imitation ça fait un peu miniature. Avec un goût néoclassique très affirmé, disons-le, qu'on appellerait directoire à Paris en fait. Oui, mais il y a aussi de la Renaissance, si vous voulez, cette finesse des rinceaux, des dessins, Renaissance italienne. Pas la Renaissance flamande comme sur la vieille bourse. Bien sûr. Alors, il faut que vous nous donniez quelques adresses, en fait, quelques bonnes adresses de cette ville de Lille, parce qu'il n'y a pas que la maison mère à Lille. Vous m'en avez fait toute une liste, là. Vous m'avez parlé de... Alors, entre parenthèses, il n'y a plus l'huîtrerie maintenant, me dit-on? Non, quel dommage, mais quelle horreur. Fermé, reste les beaux mosaïques. Non, si vous voulez savourer une vue sur la vieille bourse, là, vraiment, je vous recommanderais le restaurant Monsieur Jean. Oui. C'est le chef Marc Meurin, bien connu de nordistes, parce qu'il a quelques étoiles et tocs à son palmarès. Il y a un endroit que j'aime beaucoup, moi, c'est en face de cette église dont on a entièrement refait la façade avec une sorte de feuille minérale absolument extraordinaire, Notre-Dame de la Treille. Et si l'on veut bien la voir de l'extérieur, parce que évidemment, il vaut mieux voir la façade de l'intérieur, c'est plus spectaculaire avec le côté translucide. Mais si on veut la voir de l'extérieur, il faut s'installer. Moi, je recommande, et j'y vais. Au Parvis de la Treille. Au Parvis de la Treille, c'est un café un peu à l'ancienne, vous savez, avec des tables en bois, l'ambiance agréable. Vous me conseillez d'aller aussi au musée d'histoire naturelle? Ah oui, là, franchement. Alors ça, je ne connais pas, moi, pour tout vous dire. Non, et même beaucoup de nordistes et lillois ignorent que nous avons des animaux empaillés, des squelettes de baleines qui sont en l'air, que nous avons des minéraux qui sortent des mines du Nord immenses, et un trésor, une météorite tombée dans le Nord en 1934 et qui pèse 9 kilos. C'est notre trésor. En fait, je ne sais pas comment vous parlez d'Hambourg, mais vous parlez merveilleusement de Lille, je peux vous le dire. Et il ne faudrait pas oublier les plans reliefs, entre parenthèses, ceux qui sont là, qui ont été rapatriés sur ordre de Pierre Mauroy et qui sont parmi les chefs-d'œuvre à voir absolument. Quand vous êtes au musée des Beaux-Arts, ne quittez pas l'endroit sans être descendu voir les plans reliefs. Si je vous demandais une adresse à vous, Jean-Claude Casatsu, n'importe laquelle, un endroit que vous aimez particulièrement dans cette ville.
Oui, non, mais alors ça, certes, oui, ça, je vais pas vous dire le contraire. Mais... Un endroit que j'aime particulièrement à Lille. J'aime l'opéra, j'aime la Grande Garde, qui est le Théâtre du Nord, et puis le Musée des Beaux-Arts. Si vous voulez vous me donner, je suis obligé de vous dire, il y en a plusieurs. Et puis je suis aussi toujours amoureux du regard qu'on peut porter sur la vieille bourse, comme vous. Ah oui, ça c'est un endroit formidable. C'est un endroit merveilleux qui a été rénové grâce tout de même à l'intelligence d'un grand nombre de patrons du Nord qui se sont ligués pour lui redonner son lustre. Mais je vous ai pas dit une chose, qu'on a parlé d'I.O. Minuit, mais on a parlé, il est venu me voir, je vous le dis en 2 mots, je l'avais invité, et il n'avait jamais dirigé la création de Haydn. Et la création de Haydn, il m'a demandé, moi je l'avais dirigé, il m'a demandé de lui en parler, et très modestement, je lui ai donné un certain nombre d'indications qu'il m'avait demandé. Et la création de Haydn a été créée à Lille, la première française, la recréation, oui. Quelques jours avant, c'est-à-dire le 24 décembre 1800, de l'attentat de la rue Saint-Nicaise, où Napoléon devait aller l'écouter, et la création a eu lieu ici. Alors on a eu Mozart chez Merthe, et aussi à l'endroit de l'hôtel Bellevue. Mais Haydn... Et Haydn a été la première française de la création, a eu lieu le 3 novembre 1800. Merci beaucoup, Paul-Henri Guermont-Pré, de nous avoir reçus. Vous êtes d'ailleurs en bonne compagnie dans cette boutique mère. Ah bien. Présentez-nous. Avec Thierry Landron qui gère de main de maître avec une délicatesse et une tendresse infinie cette maison depuis maintenant 30 ans. Le plus dur est fait. C'est vous le patron ? Oui, tout à fait. Oui. C'est le chef. Oui, je dirige ici cette maison, qui est une maison fantastique. 120 personnes en fait, 1 million de gaufres par an, un véritable temple lillois. Merci à tous, merci de votre accueil. Je crois qu'il est temps, comme on disait autrefois, de rendre l'antenne à vous les studios, à vous la rue François 1er, Anissa. Merci beaucoup Franck pour cette délicieuse émission. Et après toutes ces gourmandises, vous nous réservez Franck encore de magnifiques surprises pour cette nouvelle année. 6 nouvelles dates pour votre spectacle Histoire au Théâtre Antoine. C'est donc maintenant ou jamais qu'il faut venir vous voir à Paris au Théâtre Antoine. Et ces 6 nouvelles dates, on les retrouve sur le site du Théâtre Antoine ou sur votre page Facebook à vous, Franck Ferrand. Et puis en 2017, autre bonne nouvelle. Vous avez décidé, Franck, d'ouvrir les portes d'Europe 1 aux étudiants et aux scolaires avec tous les mercredis au cœur de l'histoire en public. Alors si vous voulez venir assister à l'émission au cœur de l'histoire que vous écoutez tous les jours de 14h à 15h30 sur Europe 1, si vous voulez venir avec votre classe, eh bien il faut vous inscrire dès maintenant. Ça se passe au 3921, ça c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute, ou alors vous vous inscrivez sur europe1.fr. Voilà d'excellentes nouvelles pour ce début d'année 2017, Franck. Merci beaucoup, Anissa.